change avec Orange. Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Il est midi. C'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, la sécurité policière devant certaines écoles privées de Dakar. En fait, c'est pour éviter les perturbations de la part d'élèves qui ont fini de décréter une année blanche. L'ultimatum des bacheliers non orientés aux autorités, selon eux, si leur cas n'est pas réglé d'ici lundi, le système sera paralysé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Insécurité en banlieue, les cas de meurtres fréquents, la police n'a pas assez d'effectifs ni de moyens. En politique, Maître El Hadj Diouf souhaite une assemblée nationale plurielle pour la prochaine législature. Selon le député du PTP, c'est pour éviter de tomber dans les mêmes travers qu'on a connus sous Abdoulaye Wade. Dans l'actualité internationale, en Guinée-Bissau, les putschistes et l'opposition tombent d'accord pour une transition de 2 ans. En sport, toujours le combat Yekini-Balagaï 2 sur toutes les lèvres après le face-à-face d'hier. Une large fenêtre avec Cheikh Tidiane Diagne. Et puis point de vue sur les dissensions au PDS, de hauts responsables de ce parti créent leur liste parallèle pour les législatives. Aujourd'hui, nous allons parler des divisions donc au sein du parti d'Abdoulaye Wade vers 12h30. Bienvenue à toute heure. RFM. Antoine Diouf. Les responsables de certaines écoles privées catholiques craignent que leurs enseignements soient perturbés par les élèves qui veulent que l'année soit blanche. C'est pour cette raison qu'au collège Saint-Pierre de Dakar, 7 policiers sont mobilisés pour la sécurité des lieux et pour faire face à d'éventuels perturbateurs. Reportage Mantouré. Inhabituel. Des policiers assis tranquillement à l'intérieur du collège Saint-Pierre. Le préfet des études du cycle élémentaire s'explique. Cela veut dire que nous avons pris des mesures pour sécuriser les élèves et les infrastructures. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, Raphaël Faye. Nous avons été délogés hier. Il a fallu qu'on prenne ces dispositions pour que les élèves puissent continuer tranquillement leurs apprentissages. Une cour vide, des classes pleines, la concentration au maximum. Depuis le début de l'année, ça étudie et ça paie aussi la scolarité. Alors pourquoi perturber les élèves? Mon neveu et mon fils sont dans ce collège. Ce dispositif, c'est normal. Je suis bien contente pour cela. Car voyez-vous, hier, les élèves sont venus perturber ici nos enfants. Or, nous payons la scolarité. Est-ce que cela c'est normal? Des parents sont énervés et les élèves aussi sont conscients. Oui, nous sommes vraiment énervés. Comment payer de l'argent et après voir les autres perturber tout ce que nous avons construit? Non, c'est pas normal. La présence des policiers, pas de répercussions sur la psychologie de ces enfants. Ils sont déjà au courant et ils sont en sécurité. Ils sont tranquilles et ils continuent leurs apprentissages sans contrainte. Une injustice que de perdre l'année alors que les parents d'élèves se sont sacrifiés toute une année durant pour payer la scolarité de leurs enfants. Une injustice aussi pour les élèves qui, depuis le début de l'année, n'ont la tête qu'aux études. À Saint-Louis, les délégués des élèves favorables à une année blanche empêchent leurs autres camarades d'accéder aux établissements pour faire cours. Ils déplorent l'attitude des autorités qui tardent à régler la crise scolaire. Mohamed Nabissila. Les délégués de la coordination des élèves déplorent la situation de pourrissement qui les a conduits à choisir l'année blanche à la place d'un enseignement au rabais. Abdourahmane Ndiaye de la coordination des délégués des élèves de Saint-Louis charge les enseignants et interpelle les autorités. Nous souhaitons une année blanche, si nous la souhaitons. Si les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, nous souhaitons une année blanche afin de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Que cela ne se répète plus jamais. C'est pas revenir dans les classes et respecter cette année qui nous inquiète, mais c'est régler le problème de l'éducation une bonne fois pour toutes. Depuis tout un temps, l'école sénégalaise elle est malade et par la faute des professeurs. Il faut qu'on ose le dire que les professeurs sont responsables de la situation jusqu'ici. On n'est plus en classe et c'est de leur faute. Ils ne nous sont pas outillés pour affronter les examens au mois de juillet et là on attend jusqu'ici.
la proclamation des autorités. C'est notre avenir qui est en jeu et en danger. Notre avenir est en danger par la faute des professeurs. Les élèves se disent toutefois ouverts à toute autre solution différente de l'année blanche si des conditions d'études de qualité sont trouvées pour une sortie de crise. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les bacheliers non orientés donnent un dernier délai aux autorités pour que leur situation soit réglée. Si cela n'est pas fait, il n'y aura pas cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils l'ont fait clairement savoir ce matin à l'UCAD. Seydou Nourouba. Le collectif des nouveaux bacheliers lance son ultimatum. Mais tant que lundi, les listes ne sont pas sorties le lundi. Donc l'administration est responsable. Parce que devant l'impossible, nul n'est tenu. On a beaucoup passé. Plus question d'attendre l'administration qui a déjà montré ses limites selon ces nouveaux bacheliers. Ils demandent l'acceptation de leur dossier d'inscription dès lundi prochain. Kémon Tramé, porte-parole du collectif. L'administration nous a fait des promesses. Ils nous ont donné des délais. Ils n'ont pas respecté ces délais-là. Ils nous ont donné encore de patienter jusqu'à lundi. Dit que l'administration nous a tourné le dos. Mais nous les nouveaux bacheliers, nous sommes engagés. Le collectif alerte l'administration. Ce qu'on a lancé comme ultimatum, le lundi, nous allons venir s'inscrire. S'il n'y a pas de liste sortie d'ici lundi, toute l'université sera fermée. Le collectif des nouveaux bacheliers non orientés appelle tout autre bachelier qui se trouverait dans la même situation à rallier le mouvement. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Il est 12h07. L'insécurité en banlieue s'est accentuée ces derniers jours. Entre dimanche et mardi, deux meurtres ont été enregistrés. Les habitants de cette partie de Dakar qui ne cachent pas leur inquiétude, ils expliquent cette situation par la pauvreté galopante. Et pour faire face à cette insécurité, la police semble limitée par ses effectifs réduits et le manque de moyens. Retrouvons Salif Sow dans la banlieue. Ndiaye et Amadou Wiriba sont assassinés dans cette même semaine. La première victime était âgée de 30 ans. Elle était mère de 2 enfants. La seconde avait 18 ans. Amadou Wiriba était célibataire. Le problème de l'insécurité en banlieue alimente de nouveau les débats. On ne peut pas dire que la police ne fait pas son boulot, point. Non. Mais d'une part, il ne fait pas son boulot comme il se doit. Par exemple, quand tu es dans une situation très difficile, en composant le 17 avant qu'il vienne, on peut te tuer entre temps. Maintenant, que préconisez-vous comme solution? On a fait une enquête si biir nit ñi proximité nii. Puis quand après tout, boo defee vraie enquête bu mu leen ko jaral dëggantaan dinañ xam fi bande yi dëkk. Mais la police se heurte à 2 problèmes majeurs. Son effectif est réduit, ses équipements insuffisants, soutiennent Dokon. Ils n'ont pas de véhicules, n'en parlons pas. Les véhicules et les nombres aussi. L'une des solutions pour éradiquer tout ce phénomène est d'augmenter l'effectif de policiers. Bref, il urge de construire des postes de police de proximité dans les zones dites dangereuses. Pense Abdou, selon lui, la responsabilité des autorités locales est aussi engagée. L'éclairage public, il y a des coins qui ne sont pas bien éclairés. Parce que dans un lieu éclairé, ils ne peuvent pas attaquer les gens dans un lieu éclairé. Mais les gens marchent à n'importe quelle heure ici. Pour lutter contre l'insécurité, il faut plutôt vaincre le mal par la racine, soutient Doudou. Les raisons de l'agression sont diverses. Il y a la pauvreté, il y a le manque de travail aussi. La vie est chère aussi. Bon, ils n'ont pas de métier aussi. Il y a le problème de la drogue. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. La suite de notre focus de ce matin sur la famine qui se signale en milieu rural. À Fatick, les greniers commencent à se vider de leur contenu. En Ban, dans la communauté rurale de Niakhar, les populations attendent l'aide de l'État. Pour constater les difficiles quotidiens des habitants de ce village, notre correspondant à Fatick s'est rendu chez une famille qui a presque épuisé son stock de céréales. Youssouf Bodian. Cette dame au milieu d'une concession au village de Mban s'acquitte d'une tâche quotidienne d'une manière traditionnelle. J'écrase le mil et puis les enfants vont l'amener au moulin, mais des fois, faute de moyens, je me lève tôt pour le piler. Après, on le transforme en couscous, on peut l'utiliser pendant 5 jours. Khadi Faye, entouré de sa coépouse et de sa petite famille, écrase du mil les dernières graines provenant des derniers sacs de son grenier presque vide. Ça reste à peu près pour 1 mois ou bien 2 mois. C'est pas beaucoup. À peu près un sac de 50 kg. Après, comment vous allez faire?
démerde. Si mon mari vient, s'il me donne quelque chose, je peux acheter un sac de mil et un peu de maïs pour mélanger, pour manger avec mes enfants. Par moment, la brave dame interrompt pour chasser 2 chevaux qui tentent de se servir illégalement. Les temps sont durs, ici on se serre la ceinture. Khady, habitante de Mbane, demande un soutien pour le monde rural. Un pauvre paysan, quand on veut l'aider efficacement, il faut le faire pendant l'hivernage. Parce qu'on va au champ et on ne peut pas cultiver sans manger. Youssouf Bodian Fatick, Radio Futur Média. La FGTS prépare la fête du travail. Contrairement aux années précédentes, la centrale syndicale de Sidi Ndiaye va présenter son cahier de doléances au nouveau président de la République Macky Sall. La FGTS, qui boycottait ce rituel sous le défunt régime, va exiger du nouveau pouvoir l'annulation des élections de représentativité pour organiser de nouvelles. Son secrétaire général Sidi Ndiaye au téléphone d'Elhaj Ndjogoudjen. Nous venons d'assister à une seconde alternance pacifique dans notre pays, avec l'élection donc d'un nouveau président de la République, avec comme conséquence aussi la mise en place d'un nouveau gouvernement. Il est évident que nous irons au palais le 1er mai, sur l'invitation donc des autorités actuelles, pour véritablement rétablir, n'est-ce pas, les équilibres. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup d'injustices avec l'ancien régime, qui a interféré, qui s'est initié de façon intempestive dans les affaires syndicales, et qui a organisé des élections frauduleuses de représentativité syndicale. D'ailleurs, la Cour d'appel vient de casser ces élections-là. Donc il faut que les nouvelles autorités soient au fait de ce qui se passe. Nous allons également dénoncer le fait que l'ancien régime n'a jamais été à équidistance des organisations syndicales. Donc on a donné des moyens colossaux à des syndicats tout simplement pour les apprivoiser, pour les empêcher de revendiquer. Cette année, nous avons l'occasion et la chance d'avoir un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir. Nous allons là-bas pour véritablement attirer leur attention sur la nécessité de considérer que les centrales syndicales sont d'égale dignité. Et nous allons demander, c'est clair, que le nouveau gouvernement annule purement et simplement ces élections-là et qu'on les reprenne en inscrivant les travailleurs, en leur permettant de s'exprimer librement comme nous l'avons connu sur le champ politique. Il n'est pas question pour nous de renoncer à cette exigence fondamentale pour véritablement remettre les pendules à l'heure. RFM, la radio de toute l'actualité. Sénégal Airlines traverse des zones de turbulence. Le montage douteux de la compagnie dont parle le journal L'Observateur dans sa livraison du jour ne serait pas étrange à cette situation. Les transports aériens, un gros chantier pour le nouveau ministre de tutelle Macoumba Mbodji. Le monde des airs ne réussit pas à Karim Wade. Sénégal Airlines semble battre de l'aile de façon sérieuse. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Dans une grande euphorie dont nous avait présenté ce qui était parti pour être une fierté nationale, avec des actions détenues par des privés nationaux à 64%, 31% pour l'État du Sénégal et 5% pour les employés. La compagnie n'avait qu'un avion pour démarrer et 2 autres en location. Des aéronefs tombaient plusieurs fois en panne à Conakry ou à Bamako. Et pour mettre la compagnie à l'aise, des concurrentes sont interdites d'escale à Dakar pour desservir la sous-région. Bref, tout pour réussir. Et puis, qu'importe si cela devait faire oublier l'épisode Air Sénégal International. Il s'agissait là d'un partenariat État du Sénégal Royal Air Maroc avec 51% des capitaux pour les Marocains. Le conflit d'intérêts ne tarda pas et la compagnie mourut après une longue et humiliante agonie. Pour le moment, Sénégal Airlines affiche des chiffres qui ne rassurent pas avec des pertes d'exploitation estimées à 18 milliards de francs CFA, plus que le capital de la société qui est de 17 milliards, mais en théorie seulement, si l'on en croit l'Observateur qui assure que le montage de cette compagnie était des plus douteux. Ce montant n'aurait jamais été réuni d'abord, certains actionnaires cités n'auraient jamais versé un seul sou, une façon semble-t-il de rembourser des dettes à des hommes d'affaires. Si ce ne sont des prête-noms, c'est cet homme d'affaires écarté parce que voulant en savoir plus sur le montage. En somme, une vraie embrouille économico-financière qui perd de l'altitude au fil des jours. Karim Wade aura réussi à faire décoller 2 compagnies aériennes, mais c'était pour mieux s'écraser avec.
Et puis en politique, en route pour les élections législatives, ça bouge dans les partis et coalitions de partis, mais pour la prochaine Assemblée nationale, Maître El Hadj Diouf ne souhaite pas qu'il y ait une majorité, comme cela a toujours été le cas sous Abdoulaye Wade. Le député du PTP prône une assemblée plurielle pour éviter le dérèglement de nos institutions. Maître El Hadj Diouf au micro d'Aminata Goudiaby. On a fait la même expérience avec le groupe parlementaire de Doudou Wade et Abdoulaye Wade. C'est une dépendance totale et chronique de l'institution parlementaire vis-à-vis de l'exécutif. Et cela tue la représentation nationale, cela tue l'Assemblée nationale et cela même, en fait, dérègle le fonctionnement de nos institutions parce qu'en ce moment-là, on ne peut plus parler de séparation des pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Il faudrait que toutes les cloches, que toutes les chapelles, que toutes les obédiences, que tous les partis soient représentés, qu'il n'y ait aucune majorité d'un cas ou d'un autre, que ça soit une assemblée plurielle, que vraiment... RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine Diouf. Guinée-Bissau, putschistes et opposition scellent leur alliance, une transition démocratique de 2 ans. La parade est toute trouvée, une transition démocratique de 2 ans. L'alliance a été nouée entre les putschistes et l'opposition bissau-guinéenne. Conséquence, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement suspendent leur aide de développement à ce pays. Daouda Diouf. Cet accord signé hier mercredi entre la junte et les principaux opposants à l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr. consacre la fin du processus électoral entamé le 18 mars avec un premier tour de présidentiel largement remporté par l'ancien chef du gouvernement. Il prévoit que la transition démocratique s'achève dans un délai maximal de 2 ans par l'organisation simultanée d'élections présidentielles législatives. L'armée retournera dans les casernes volontairement dans un esprit de soumission au pouvoir politique après l'investiture du président de transition, du gouvernement de transition et du Conseil national de transition, organe de contrôle législatif chargé de gérer le processus de transition. Aucune indication n'a été donnée ni sur la composition de cet organe, ni sur les noms des futurs présidents et premiers ministres qui ont été présélectionnés par les partis avant d'être soumis au commandement militaire. Rappelons que depuis 1999, la Guinée-Bissau, considérée comme la plaque tournante du trafic de cocaïne entre Amérique du Sud et Europe, a connu pas moins de 3 transitions après 2 coups d'État en 1999 et 2003 et l'assassinat par des militaires du président João Bernardo Vieira en 2009. Au Mali, Cheikh Modibo Diarra, nommé Premier ministre, oui, on le sait, mais pourquoi les cerveaux africains qui quittent leur pays reviennent des années plus tard pour se lancer le plus souvent en politique? Nous avons posé la question à notre confrère analyste politique Mbaye Sidi Mbaye. Expertise, notoriété et relationnelle, c'est ce qu'évoque Mbaye Sidi Mbaye. Je vous propose de l'entendre. Ces 3 choses sont utiles surtout aux pays en développement. Même des fonctionnaires de cette nature qui appartiennent à des pays développés sont utilisés par leur pays et a fortiori par nos pays qui sont en développement. Je cite l'exemple d'un Modibo Diarra qui vient d'être nommé Premier ministre au Mali. Évidemment, il va traîner toute sa notoriété, va prier sur le gouvernement malien. Je ne dis pas que cela donne des résultats forcément, mais il y a, disons, un préjugé favorable. Et si on avait un Jacques Diouf, par exemple, au Sénégal, évidemment, qui a l'expertise mondiale, planétaire, sur les questions d'économie rurale, quel pays ne rêverait pas d'avoir quelqu'un comme ça dans un gouvernement? Ibrahim Afal sur les questions de droit international, de gestion des conflits internationaux. C'est ça l'expertise et c'est ça la notoriété. Ils sont reconnus mondialement et donc, évidemment, comme je dis, ils brillent aussi. Ils font briller leur gouvernement et leur pays. Mais c'est ce qui est arrivé aussi à Youssou N'Dour, qui n'est pas un intellectuel, qui n'est pas un fonctionnaire international, mais qui a une brillance d'artiste planétaire. C'est ça qui justifie qu'on prenne des gens qui ont un parcours international de très haut niveau et qui ont fait un brillant parcours. Sidi Mbaye, l'actualité africaine en plus bref. La crise au Mali a fait près de 270 000 réfugiés et déplacés depuis la mi-janvier. Une estimation du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le Soudan va punir le Soudan du Sud comme il se doit
Promesse du président El Béchir, malgré les sanctions brandies par l'ONU à l'encontre du Soudan du Sud. L'Amérique ne peut pas leur imposer une sanction, le Conseil de sécurité non plus, lance Omar El Béchir, mais le peuple soudanais va le faire, ajoute Monsieur Béchir. Pour terminer, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, au 1er avril, la méningite a fait au moins 749 morts et affecté 8700 personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Parmi ces 11 pays, le Burkina Faso est le pays le plus touché avec 3630 cas recensés depuis le début de l'année. Le Tchad est le deuxième pays avec 2136. La méningite provoque une inflammation de l'enveloppe du cerveau et de la moelle épinière et touche principalement les enfants et les jeunes adultes. Cela peut engendrer des séquelles irréversibles dont la surdité et le retard mental. C'est tout, Antoine, pour cette page internationale. La méningite est bien présente au Sénégal. Beaucoup de régions aujourd'hui sont touchées. Il faut prendre les devants. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les dissensions au PDS, des hauts responsables de ce parti créent leur liste parallèle pour les législatives. Aujourd'hui, nous allons en parler à 12h30 minutes. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour, Antoine Diouf. La lutte domine toujours l'actualité sportive comme partout ailleurs au Sénégal. Le combat Yekini Balagaï 2 s'invite dans les débats, dans la petite côte ou sur la petite côte. Sur la petite côte. C'est bien cela. Voilà, c'est bien cela. Donc, pour vous dire que cela est devenu donc le sujet de discussion, chacun y va de son commentaire. Les supporters de Yekini plus nombreux espèrent remporter la victoire. Pour la correspondance de Mamadou Diop. Yahya Diop Yekini contre Balagaï 2, un choc de titans qui actuellement est sur toutes les lèvres ici dans la petite côte. À Joal Fadiour comme dans toutes les localités du département, les fans de Yekini se préparent activement. Le moral est au beau fixe. Selon Djabel Niang, un des supporters du roi des arènes. Yekini et Balagaï doivent faire attention. C'est le premier qui fera une erreur, mais il doit beaucoup faire attention sur Balagaï parce que Balagaï est un lutteur qui va exploiter toutes les erreurs qu'il fera. Balagaï va les exploiter. On est confiant en Bourg. Oui. Trouvé dans son atelier de réparation de portables, Gattuso lui pense que Balagaï 2 va remporter la victoire. Balagaï la faral. Bon, xalé la te burul dara sama mbokk mandinko la. Non, ken waxatu ko muñal mom Yekini da koy dégg. Dimanche prochain, plusieurs cars vont quitter Mbour pour Dakar. Les supporters ont décidé de se déplacer massivement pour aller pousser le roi des arènes à la victoire finale. RFM Mbour, Mamadou Diop. Mamadou Diop, la troisième fois a été la bonne. Le face-à-face Yekini Balagaï 2 s'est finalement tenu hier dans les locaux de la radio-télévision sénégalaise. Le résumé avec Malal Junior Diagne. Le vent du parking de la RTS a fini par refroidir la braise allumée entre Yahya Diop Yekini et Balagaï numéro 2. Après les scènes de violence notées le 11 avril dernier sur la corniche, la police, la gendarmerie ont mis en place un dispositif impressionnant tout autour de la maison mère pour garantir la sécurité et assurer la bonne réussite du face-to-face tant attendu entre ces deux mastodontes de la lutte. 90 minutes durant, Yahya Diop Yekini et Balagaï numéro 2 sont revenus sur les enjeux du combat de dimanche prochain. Dans un calme apparent, Balagaï numéro 2 a été égal à lui-même. Baissant d'ardeur, tout en restant provocateur, il a défié et réaffirmé sa promesse de terrasser l'enfant de Bassoul en 10 secondes. Répondant au pic de Balagaï numéro 2, Yahya Diop Yekini a réaffirmé sa ferme volonté de conserver son trône. Nul ne peut me terrasser. Ce n'est pas Balagaï numéro 2 qui va me faire vaciller. Tels sont les propos de Yahya Diop Yekini. Le promoteur, quant à lui, a joint ses propos à ceux du commissaire de la police, invitant les fans et autres supporters à faire preuve de sportivité et de fair play. Après la réussite de ce face-à-face tant attendu, la police, la gendarmerie et le promoteur promettent à tous ceux qui le désirent une sécurité garantie au stade Demba Diop le jour du combat. Et aux autres mal intentionnés, la police avertit. Le combat Yahya Diop Yekini Balagaï numéro 2 est prévu ce dimanche dans le cratère du stade Demba Diop. Ces deux lutteurs auront le droit de mettre le feu autant qu'ils le voudront.
Hier, on a dressé le portrait de Yahya Diop Yekini. Aujourd'hui, celui de Balagueye 2. Et c'est signé Djenaba Seydouba. Djenaba Seydouba, c'est cela donc un avant-goût de la couverture médiatique que compte faire la radio Futur Média. Un programme spécial donc a été concocté en vue de ce combat de dimanche opposant Yekini à Balagueye numéro 2. Procès MSN Luc Nicolai, le verdict connu aujourd'hui si l'on en croit le quotidien Léoto, le chef de file de l'écurie Taïchinger, a été traduit en justice par le promoteur pour non-respect du contrat et s'en suivit donc un feuilleton médiatico-judiciaire qui pourrait connaître son épilogue ce jour. Et puis le 6 mai prochain au stade Iba Mar Diop, Pape Dia Production organise un gala de lutte, une mise de 20 bœufs et 100 000 francs donc sur la table. Et pour terminer, nous parlons de football. Ils sont au nombre de 20, dont 14 expatriés et 6 locaux à avoir rejoint hier l'Angleterre. Les Olympiques sénégalais livrent lundi prochain à Coventry contre Oman un match barrage qualificatif aux Jeux Olympiques de Londres. L'équipe nationale olympique est coachée pour rappel par Karim Séga Diouf et Aliou Cissé. Il s'agit bien donc de l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal de l'épopée de 2002. Voilà qui met un terme à cette page de Sport Antoine Diouf. Merci cher Tidiane Diagne. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Babacar Fall. Un drame que beaucoup de journaux racontent ce matin. Le journal Le Populaire en fait sa principale information à sa une. Cela s'est passé à Dakar, à Pikine, rue 10. Une femme de 39 ans sauvagement tuée. Ndeye Cheikh Ndiaye a été retrouvée morte baignant dans une mare de sang, selon Le Populaire. Le journal qui ajoute que la victime a reçu plusieurs coups de couteau. Qui était cette femme? Ndeye Cheikh était mariée et mère de 2 enfants. Le Populaire, Walf Grand Place et l'Observateur informent tous que Ndeye Cheikh était une dépressive. Il lui arrivait souvent des crises de démence. Une autre découverte macabre à la page 3 de l'Observateur. Et cette fois-ci, c'est sur la plage de Cambérène. L'Obs parle d'horreur. Ce sont des pêcheurs qui ont retrouvé le corps d'un homme, un corps sans vie, qui a d'ailleurs été retrouvé amputé. L'enquête sur la mort de Mamadou Diop, l'étudiant tué en janvier dernier lors d'un rassemblement contre la candidature d'Abdoulaye Wade à la dernière